Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver donc, pour cette deuxième partie du webinaire Saprox. Allez, on va ouvrir un petit peu la caméra. Donc, merci d'être avec nous. On est déjà à 79. On va laisser le temps aux différentes personnes d'arriver. Donc, cet après-midi, nous avons une présentation, une série de présentations d'abord sur les atlas et les analyses issues de ces atlas, en particulier la circulation des données, puis une deuxième grosse séquence liée à l'état de conservation des espèces. Et donc, nous allons accueillir pour la première séquence Hervé Brustel et Frédéric Morat, qui vont respectivement nous parler d'un retour sur l'atlas préliminaire des longicornes de France 2 ans après, et du catalogue illustré des coléoptères de Franche-Comté, Buprestidés, Sérophytidés, Eucnémidés, Trocidés et Elatéridés. Bien écoutez, on va y aller. Hervé, je te passe la parole. Je coupe ma caméra et tu as la parole pour une vingtaine de minutes. Tu prends le temps de développer. Merci Bruno. Je vais m'appliquer Bruno. Voilà. Je vais partager de suite l'écran et vous allez me confirmer que c'est OK. Vous allez me confirmer que vous voyez bien ce que je vois aussi. Oui, tout à fait. Merci Bruno, merci à l'équipe Saprox. Donc je m'appelle Hervé Brustel, certains d'entre vous me connaissent. J'aurais tellement aimé être en présentiel pour faire ce travail parce qu'il y a certains d'entre vous dont j'ai vu passer les noms il y a bien longtemps que je ne vous ai pas vu. Donc voilà, c'est super les webinaires, mais en fait c'est tout pourri parce qu'on ne se voit pas. Bon, c'est une parenthèse bien sûr. Ce pré-atlas des longicornes de France, c'est un travail collectif. Déjà, je dois remercier Julien, c'est lui qui a fait la présentation, en fait, c'est lui qui a réalisé le diaporama. Voilà, il faut quand même le dire. Et ce travail collectif, vous voyez qu'il représente 6 auteurs. Nous étions 5 plus ou moins professionnels de l'entomologie. Hervé Bouillon, il est expert comptable quand même. Mais je pense qu'on est tous très... Enfin, nous sommes des amateurs, en fait, au sens que l'on aime ce groupe et l'entomologie. Valentina Assima nous a apporté plutôt des compétences dans la modélisation. Donc voilà un peu pour le descriptif des auteurs. Donc ce pré-atlas, de quoi s'agit-il ? Je vais vous le présenter dans sa construction. Ça va être aussi l'occasion d'un témoignage finalement sur sa réalisation, parce que peut-être que ça peut donner envie à certains d'entre vous de vous lancer dans un projet similaire. Et puis, on vous donnera quelques éléments de description et j'essaierai de commenter un peu ce qui s'est passé depuis qu'il est sorti. Donc, le document existe, le document est en vente sur le site de la Corep, je pense. C'est un numéro spécial ou quelque chose comme ça. Et il est donc sorti à l'occasion de la dernière, finalement, de la dernière bourse entomologique de Juvisy, si mes souvenirs sont bons. Alors, certes, c'est un atlas préliminaire. Ceci dit, on l'a quand même édité, on a quand même fait un travail qui, je pense, sur le rendu final, a quand même de la gueule. Mais ça reste quand même un atlas préliminaire. Alors, se lancer dans une réalisation qui se veut être quelque part le brouillon de quelque chose que l'on réalisera sans doute mieux dans l'avenir, ça mérite déjà 2-3 points d'explication. Bon, déjà, des atlas entomologiques à l'échelle nationale qui tiennent encore un peu la route, il n'y en a pas des tonnes. Et en fait, comme atlas réalisé, exemplaire que l'on avait un peu à mettre en avant, on n'a guère trouvé que l'atlas de Jean-Pierre Lumaret à vous présenter. À l'échelle nationale, je parle. Il y a eu de très très bonnes contributions régionales ou départementales, mais à l'échelle nationale, sur des groupes de coléoptères en tout cas, je n'ai pas trop d'exemples à vous donner. Alors cette atlas préliminaire, ça veut dire quoi ? En fait, c'était vouloir montrer ce que donnerait ce que l'on avait, en fait, ce que l'on avait en données disponibles, sachant pertinemment qu'on n'arriverait pas à faire le plein des données qui étaient éparses, des données qui étaient parfois synthétisées, mais au sein d'une région. Exemple, c'était l'Atlas Rhône-Alpes. On n'a pas l'excellent travail
piloté par Roland Allemand, dont on n'a pas récupéré les données, mais ce n'est pas grave. Il y avait déjà un certain nombre de données, vous allez voir, qui étaient disponibles à l'INPN. C'est un travail aussi qui fait part de notre volonté de vouloir faire un atlas des céramicides de France, en fait. Ça veut dire ça aussi. Et puis, je pense qu'il faut rajouter que c'est un groupe qui est quand même relativement aimé, connu, attractif, et qui dispose d'une faune de France récente. Ça, je pense que c'est indispensable aussi. C'est-à-dire qu'on pouvait quand même s'appuyer sur un document qui, pour ce qui concerne la systématique et la biologie, était une synthèse solide, et enfin, je pense évidemment au travail de Pierre Berger, complété par un supplément depuis sa sortie. Voilà. Alors, cette réalisation, on la voulait synthétique, attractive. On voulait surtout qu'elle donne envie, qu'elle suscite en fait des remontées de données. Alors, susciter la remontée de données, je pense que c'est un des points importants de la journée. Il y a plusieurs éléments là-dedans. Il y a la facilité de faire remonter les données. Il y a la qualité des données que l'on peut faire remonter. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait derrière le besoin de faire remonter les données. Je donnerai quelques exemples au fil de la présentation. Et puis, on voulait aussi avoir l'occasion d'expliquer deux, trois choses sur ce groupe, et justement sur la façon d'observer des cérambicides et de faire remonter les données sur les cérambicides. Alors, on a cerné la période 1970-2018. Vous voyez que c'était finalement assez restrictif. Hein. Il y a beaucoup de données disponibles antérieures à 1970. On s'est arrêté en fait très précisément en mars 2019 sur le jeu de données. Enfin, en mars 2019, c'est pas les données qui existaient en mars 2019, c'est celles que l'on avait pu faire remonter en mars 2019, évidemment. La liste taxonomique était dans la... Enfin, ça reprend exactement ce qu'a présenté ce matin Bruno. Hein. C'était les ouvrages en cours, c'est-à-dire le catalogue des coléoptères de France. En l'occurrence, pour la partie cérambicide, dans le travail de Marc Tronquet, c'était Pierre Berger qui avait œuvré. Et dans les suppléments aussi. Je pense qu'on a dû compléter de quelques données seulement depuis. Et c'était assez similaire donc au travail, enfin, à la base de données TaxRef. Le premier travail qui a été fait, ça a été déjà de trier les données pour essayer d'avoir des données unitaires. Donc, on a dédoublonné les données parce qu'il y avait des apports de bases de données complémentaires et parfois des données, effectivement, sont les mêmes quand elles remontent deux fois au niveau de l'INPN. Pour autant, ça a enlevé pas mal de données, mais vous verrez qu'il en reste quand même plus de 100 000. Le groupe des cérambicides plus les vespérides, puisque les deux familles ont été traitées ensemble, ça représente 250 espèces, et donc on a travaillé de concert, mais vraiment de concert, c'est-à-dire qu'il y a eu une complémentarité totale des 5 auteurs sur ce travail, jusqu'à la fin essayer d'écrire de la même façon pour que vous ne sachiez pas qui a écrit le paragraphe sur telle ou telle bête, ce qui n'était pas facile finalement, acquis d'avance. On a tous des styles très différents. Donc au départ, c'est un pool de 120 000 données. Comme je vous l'ai dit, ça a été réduit à un peu plus de 100 000 données. Donc, je vais peut-être passer un peu rapidement sur la chronologie du travail, mais comme tout travail de ce type, en gros, pour faire simple, vous prévoyez de le faire en 2 ans, et 80% du boulot est fait dans le dernier mois avant que le travail ne paraisse. C'est tout à fait conforme à tout ce que vous avez dû conduire comme projet. Voilà, on a eu beau anticiper, planifier, voilà, à la fin, il y a eu quand même beaucoup de travail pour que le travail puisse sortir. Voilà. C'est essentiellement les finitions qui ne se voient pas beaucoup d'ailleurs, souvent, hein, c'est très ingrat le travail de finition, mais le lissage des cartes, des textes, les choix des
modélisations qui pouvaient correspondre à une réalité ou celles qui étaient apparemment obsolètes, enfin, apparemment à côté de la plaque, vous allez voir que c'était des éléments qui nous ont, de fait, vu les exemples, vous allez voir que ça nécessite quand même pas mal d'expertise et de réflexion. Dans les sources principales disponibles au SINP, donc il y avait des atlas locaux qui étaient déjà remontés. Donc là, c'est bien pratique parce que le travail, je dirais, d'analyse, le travail de dédoublonnage est en général assez bien fait. Et puis, pour peu que l'atlas soit très récent, on bénéficie d'une région faite, couverte. Et finalement, se pose la question des doublons pour des données qui seraient arrivées par ailleurs aussi et qui sont déjà intégrées dans ces atlas régionaux. Mais ces atlas régionaux récents sont des contributions très, très importantes. Alors en fait, je suis un peu embêté parce que je ne vois que la moitié de mon écran, mais j'essaie de me souvenir des éléments qui sont présentés dans chacune des diapos. Voilà, c'est pour ça que j'hésite parfois un peu. Il y a aussi des catalogues, donc, comme je vous l'ai dit, qui n'ont pas été utilisés, notamment les données de mémoire alsaciennes, de mémoire les données Rhône-Alpine, en dehors des données individuelles qui étaient remontées. OK. Alors, il y a des structures, des projets qui ont été particulièrement pourvoyeurs de données. Forcément, dans l'équipe de Christophe Bouget à l'INRAE actuellement, ou à Purpan, dans mon équipe, on a un petit passif de récolte de coléoptères saproxyliques, au même titre que l'équipe ONF ou le département de la santé des forêts, ou quelques réserves saines, des saines qui sont plus ou moins avancées ou qui ont plus ou moins d'expertise dans ces domaines. Bon, en fait, on a des professionnels, soit de la gestion, soit de la recherche, qui sont déjà pourvoyeurs de fait de toutes les données des programmes qu'ils ont pu conduire en écologie, en biologie de la conservation. Donc ça fait des données, alors, que l'on peut considérer comme des données sérieuses parce qu'elles sont inventées par des professionnels. Il faut être très humble, on a trouvé des conneries dans tous les jeux de données, y compris dans les miens. On fait toujours des erreurs et c'est intéressant des fois de se rendre compte que la détection de l'erreur, elle n'est possible que le jour où on fait ce genre de synthèse. C'est incroyable, mais une ligne sur un tableau, c'est sûr que c'est un petit peu plus discret qu'une bête qui sort sur la carte là où elle ne devrait pas sortir, évidemment. Il y a aussi une autre forme de données. Alors tout à l'heure, j'ai réagi dans le forum, puisqu'il y a aussi dans le chat, parce qu'il y a aussi des données de forum. Christophe Hanot a été très actif, par exemple, là-dessus. Moi, je dois témoigner, par exemple, que j'utilise mon téléphone et mon ordinateur personnel, professionnel, y compris pour les questions personnelles. C'est une chance que j'ai, ne serait-ce qu'en termes de maintenance. Par contre, je n'ai pas du tout le droit de participer à un certain nombre de forums. Donc, il est clair que vous ne m'y verrez pas beaucoup dessus. Et de fait, je ne vais pas non plus beaucoup utiliser ces données. Et en plus, j'aurais tendance à dire qu'à titre personnel, je pense qu'il faut que ces données soient concrétisées par de la remontée dans les bases de données régionales, nationales ou des structures des associations de protection de la nature auxquelles vous pourriez faire part ou partie. Voilà, et puis après, il y a eu des enquêtes de grande ampleur et je pense effectivement aux données, enfin à la remontée de données très efficace que l'OPI a pu avoir, notamment sur le Lucan, mais pour ce qui nous concerne, c'était sur la Rosalie que l'on a pu l'utiliser. Donc là, on a un peu la distribution des sources de données. Bon, c'est sûr que les gens que l'on sait présents ou actifs sur l'étude de ces groupes, vous les devinez derrière les différentes parts de ce camembert. Alors, quelques chiffres clés, rapidement, hein, mais bon, on est parti en fait d'un jeu de données, 237 000 données, je ne sais pas si vous voyez ma souris, pour finalement aboutir à 102 000 données. Enfin, c'est essentiellement lié au dédoublonnage. Il y a eu de l'invalidation. Ça prend beaucoup plus de temps d'invalider des données que de les inventer, entre guillemets.
Et c'est aussi beaucoup plus chronophage que de simplement dédoublonner de manière automatique. Qu'est-ce que c'est une donnée que l'on invalide? Pour vous donner des exemples, ce n'est pas parce que la gueule d'un tel ne nous revient pas. Ça pourrait, mais on n'a pas travaillé comme ça. Mais parfois, effectivement, on a pu mettre en doute certaines personnes ou certaines équipes parce que quand on commence à avoir plus de données douteuses que de données valides, on peut aussi avoir un doute sur l'ensemble des données remontées. Je ne sais pas, l'exemple de 10 données sur Chlorophyllus herbstii qui sortent en un mois en région Île-de-France par un seul bureau d'études. Bon, après, je suis désolé, mais je peux douter complètement de toutes les données remontées par ce bureau d'études sur les herbicides de France, vu qu'à ma connaissance et à la connaissance des experts du groupe, le Chlorophyllus herbstii, pour le moment, il doit y avoir 3 données valides en France de moins de 50 ans, toutes dans les Pyrénées. Bien que cette espèce ait été objectivement, validement, sans doute, trouvée dans l'est de la France, peut-être bien dans le centre aussi, mais il y a très longtemps. Donc voilà, invalider une donnée, c'est compliqué, ça oblige à... En fait, le meilleur filtre, c'est sans doute de regarder les cartes, parce que c'est vraiment les points qui sortent de manière aberrante qui alertent, en fait, en général. Bon, après, ça peut être aussi voilà, des contextes de remontée de données qui peuvent nous mettre des doutes, et après, on regarde en détail ce que ça donne, et on peut être critique. Alors, des fois, on a été critique sur des données qui étaient bien réelles. Et c'est un peu, je pourrais donner l'exemple ici, c'est par exemple Vadonia unipunctata, dont on connaît 3 populations dans le midi de la France, une dans les PO, une dans l'Hérault, une dans le sud-est, elle est un peu plus largement répandue dans le sud-est. Et il y avait 2 données qui traînaient autour de la forêt de la Grésigne. Alors, je ne sais pas que j'ai la prétention de connaître la forêt de la Grésigne, mais ça me surprenait, puisque c'est une bête que je n'avais jamais vue dans le sud-ouest. Bon, voilà, je l'ai trouvée l'année dernière, tout à fait au sud de la forêt de la Grésine, donc elle est bien là. Et il n'y avait pas lieu de douter des 2 données qui existaient dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Voilà. Donc les autres données ont été plus ou moins présentées. De toute manière, vous aurez accès à ces supports. Je pense que la moyenne de données par espèce, ce n'est pas le plus intéressant parce que ça varie énormément. Donc, on va plutôt, je passerai peut-être un peu plus de temps sur des exemples plutôt. Alors, s'il y a un point important, c'est qu'on a quand même eu à faire dans cette présentation, dans cette synthèse, à travailler à objectiver en fait des points de vue qui pouvaient être subjectifs. Je vous ai dit que ça avait été difficile d'écrire de la même façon à 5. Ça a aussi été un challenge un peu de s'étalonner sur notre notion de la rareté ou de notre notion de la difficulté de détermination, qui est infiniment, fonction de votre expérience ou de votre connaissance d'un groupe. Et ça, c'est intéressant parce que qui veut faire un atlas à l'échelle nationale doit se poser la question de faire remonter au moins de manière abondante les données sur les espèces courantes, oui, je dis bien les espèces courantes, parce que finalement, les espèces rares, souvent, elles remontent plus facilement, et elles sont plus facilement validées parce que tout simplement, c'est des espèces qui suscitent la curiosité, la convoitise, et même si c'est une personne qui est peu expérimentée, qui observe une espèce rare, elle va souvent faire l'effort de la montrer justement dans un forum ou à des gens plus expérimentés. Et in fine, c'est souvent les seules données qui sont publiées, donc c'est celles qui sont les plus faciles, les plus crédibles finalement. Alors que sur les espèces courantes, on néglige très souvent de les remonter, on néglige tout simplement de les saisir. Très souvent, on peut douter aussi, parce que c'est aussi celles qui sont représentées dans le chinerie ou autre, on peut douter de certaines données parce qu'elles auraient été, un peu rapidement acquises ou certifiées sur des ouvrages de vulgarisation pas tout à fait adaptés. Alors, il y a des espèces courantes qui ne sont pas pour autant faciles à déterminer en plus. Bref, ça a demandé un petit travail. Et on s'est dit peut-être qu'il faudrait quand même intégrer l'aspect facilité de détermination, au moins en se disant quelles sont les espèces qui, sur une photo, pourraient être validées par un expert, et quelles sont les espèces qui ne seront jamais validées si on n'a pas pu faire une dissection d'un mâle. Voilà, donc c'était un peu l'objet de cet exemple du niveau de déterminabilité qu'on a établi pour ce travail.
Et bon, après, c'est très compliqué à aborder parce que quelque chose qui vous paraît objectivement facile ou à déterminer n'est relatif qu'à vous-même, en fait. Et je me souviens, Pierre Berger, quand il faisait sa faune, il était allé traverser la France plusieurs fois pour aller vérifier telle donnée de Paquita Lamed ou de je ne sais quoi. Je me souviens notamment d'une donnée de Paquita Lamed qui était en fait une Lepturobosca virens grasse. Et voilà, moi, je ne vois pas comment on peut confondre cette bête, mais la personne en face de lui était persuadée qu'il avait affaire à une Paquita Lamed. Bon, bref, donc la notion de certitude sur les données, c'est quand même un point clé dans ces réflexions. Le deuxième, d'ailleurs, on s'est permis dans ce travail de mettre quelques illustrations au fil des pages d'exemples d'espèces qui se ressemblaient beaucoup en termes de phénotype, mais qui étaient propres à des espèces différentes. Alors, des variétés souvent d'une espèce commune, par exemple, qui pouvaient ressembler à des espèces rares. On l'a fait au gré de l'édition parce qu'on s'est dit qu'il fallait quand même calmer certaines ardeurs de remonter trop facilement des données. Mais peut-être que c'est contre-productif aussi parce que si on montre trop d'exemples qui feraient douter, peut-être qu'on peut aussi empêcher certains de faire remonter des données. C'est vraiment une prise de tête, ces questions de validité de données et de comment encourager la donnée. En tout cas, moi, je peux témoigner d'une chose, c'est que depuis quelque temps, et Julien m'y a aidé, j'utilise Carnat. Et avec Carnat, ça devient rigolo de remonter des données de Leptura, Cordigera, que je ne regardais pas, des données de Cerambyx, Scopolidi, que je ne regardais plus. Et finalement, le fait d'avoir aujourd'hui des applications qui permettent de remonter immédiatement des données, y compris quand on a peut-être une expertise, un regard qui se porte plutôt sur des raretés ou sur des milieux exceptionnels, ben voilà, le fait de revenir à de la donnée de base, à laquelle tout le monde devrait participer, ben voilà, je dois témoigner quand même qu'avec les outils d'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses à ne pas le faire, voilà, tout simplement. J'avance un petit peu. Voilà ce que donne la présentation d'une seule espèce sur une demi-page de ce catalogue. Donc, on a de très belles illustrations. Je pense que Hervé Bouillon et Julien Touroult ont fait un concours de photos. Bon, il y a bien quelques images qui ont dû être pêchées à l'étranger parce qu'on n'avait pas de photo nationale. Vous avez donc le nom de l'espèce et éventuellement ses synonymes. Vous avez un histogramme, alors, à considérer pas toujours comme la phénologie de l'espèce réellement, mais de la phénologie des données. Voilà, on a parfois des données basées sur des espèces en loge ou des espèces ou des restes, des débris. C'est largement possible, notamment sur les grandes espèces. Donc, ceci dit, ça correspond quand même assez bien à la phénologie connue des espèces. Et puis, on a cette fameuse notice là, qui est écrite dans un langage d'un style moyen des 5 auteurs qui ont rédigé ces textes. En haut à droite, là, vous avez aussi la taille de l'individu et donc cette fameuse facilité ou difficulté de détermination. Alors, pour revenir sur la notion de rareté aussi, on a essayé notamment dans les notices, essayer de s'entendre sur les termes. Donc, on a repris les dimensions de la rareté proposées par Gaston, par exemple. Donc, entre des espèces largement répandues et des espèces plus endémiques, des espèces plutôt assez facilement abondantes par rapport à des espèces plutôt rarement observées à plus d'un exemplaire. Sur l'aspect fonctionnel, donc des espèces parfois très généralistes versus des espèces très sténoès et demandant des efforts très, très particuliers de détection et aussi des milieux en très bon état de conservation pour exister. Et puis voilà, il y a une dimension quand même à rajouter, c'est la dimension de la détectabilité. Voilà, l'usage des pièges permet certaines observations, le battage d'autres, les pièges alimentaires, certaines espèces qui s'alimentent à l'état adulte, le piège lumineux sera particulièrement adapté pour d'autres. Et puis, il y a des espèces qui, malgré toutes ces techniques et la multiplication des techniques, restent finalement assez cryptiques et nécessitent parfois l'élevage ou
des techniques plus pointues où il faut déjà bien connaître la plante haute, son état de dégradation adéquat et l'endroit où on pourrait la trouver en plus, parce que si on commence à multiplier ce genre de sport, on finit par remplir sa maison de bouts de bois. Ceci dit, certains l'ont déjà fait. Remplir la maison de bouts de bois. Hervé, je te laisse conclure. Ah je suis si long que ça. Bon, je vais passer vite, mais quand même, il y a un point qui est important dans cet atlas, c'est le fait qu'on ait cherché à modéliser la répartition des espèces en fonction des données disponibles sur des critères essentiellement climatiques et de couverture arborée. Et je suis vraiment désolé, je n'ai pas de montre devant moi. Je vais avancer un peu vite. Je vais vous donner 2-3 exemples quand même parce qu'il faut illustrer ce catalogue. Des espèces qui sont vraiment cryptiques et pour lesquelles on a très peu de données, mais vous voyez que ce Leioderes scolaris, il est peut-être confondu dans beaucoup de collections sous le nom de Fimatodestes testaceus. Et vous voyez qu'on a mis 4 loupes là dans la difficulté de détermination parce qu'on pense que c'est difficile et on est nous-mêmes confrontés à la difficulté de sa détermination. Voilà une espèce pour laquelle très méditerranéenne, liée au crucifère, dont la répartition est sans doute aujourd'hui assez bien connue, même s'il y a des trous dans cette répartition. La modélisation, vous voyez qu'elle englobe très intimement l'enveloppe des données disponibles. Des espèces qui sont difficiles à modéliser parce que très liées à des aspects d'ancienneté, probablement des forêts dans lesquelles elle existe encore, comme Achimerus schaefferi. Des espèces cryptiques boréo-alpines très localisées dans quelques forêts d'altitude, des espèces tellement communes qu'on n'arrive même pas à modéliser leur aire de répartition parce que probablement, tout simplement, elles devraient être partout sur le territoire, détectables sans doute partout sur le territoire, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, encore une espèce d'altitude. Là, encore une espèce un peu rare, mais qui est plutôt liée à la maturité des couverts arborés. Voilà, un arbre creux d'une haie peut convenir à l'Erythroptera, sous réserve qu'il y ait eu la continuité de stabilité dans le paysage considéré. Mais voilà, Cordigera, une espèce plutôt thermophile, dont on arrive à modéliser la répartition. L'Oxypleurus monodiri, qui est lié au pin et qui est plutôt méditerranéenne, plutôt thermophile, mais qui peut parfois être détecté un peu en dehors des zones que l'on avait réussi à modéliser. Voilà une espèce exotique qu'on s'est interdit de modéliser en termes de répartition parce qu'on estime que sa répartition actuelle est très dépendante des possibilités offertes déjà par les foyers d'introduction et ensuite par la plante haute qu'on lui a plantée, en fait, puisque voilà, il n'y a pas tellement de logique dans la répartition de l'eucalyptus en France, on est bien d'accord. Voilà une espèce d'importance, mais qui pourrait être quasiment partout dans la moitié sud de la France. Une espèce plus thermophile, qui est sans doute confondue parfois quand on regarde seulement les trous dans les chênes. La rosalie, dont l'enveloppe connue correspond assez bien à ce qu'on arrive à modéliser aujourd'hui pour cette espèce, en dehors de quelques points éparses dans le centre de la France. Voilà, et puis voilà, on a aussi détecté les endroits où vous passez vos vacances, où vous meniez vos projets, puisque, sans surprise, la densité de données est très orientée. Alors, orientée vers des zones riches, hein. Le quart sud-est de la France est objectivement une zone riche, mais le bassin parisien est surtout une zone très peuplée. Enfin voilà, quand on voit la répartition des données, on sent quand même qu'il y a des biais dans la distribution de ces données et qu'il est nécessaire de travailler encore beaucoup avant de produire l'atlas des céramicides de France, puisque je vous commente là donc l'atlas préliminaire des céramicides de France. Voilà, désolé si j'étais un peu long. Si quand même... sachez que tous les contributeurs à cet atlas figurent dans l'atlas lui-même, que ça nous a demandé un travail considérable de transformer les initiales ou les noms abrégés, voire les surnoms, dans les bases de données pour retrouver les auteurs des données. Donc faites aussi un effort à tous les niveaux, y compris dans l'orthographe des noms et prénoms
des inventeurs de données quand vous remontez des données, parce que ça nous a vraiment pris un temps précieux dans la réalisation de cette classe. Vous voyez que finalement, in fine, on a quand même, c'est l'occasion de remercier 3500 personnes une fois ce travail réalisé. Donc, ce que l'on peut retenir, c'est que c'est un travail qui nécessite un travail collégial et avec beaucoup d'expertise, qu'il faut beaucoup d'énergie dans la coordination et la gestion d'un projet comme ça, surtout quand on décide de le faire en moins de 2 ans. Le SINP et la qualité des données qui remontent au SINP est évidemment le nerf de la guerre et le point le plus important dans ce genre de projet. Alors, je pense qu'on peut aujourd'hui envisager d'autres atlas, choses que l'on ne pouvait pas imaginer il y a une dizaine d'années. Je pense notamment à Luce qui avait fait remonter des fiches papier sur les cétoines de France. On n'a jamais vu une synthèse. Il a dû se noyer dans la synthèse des données. Et puis que dire, remontez vos données et en particulier les données des espèces les plus courantes parce qu'à la fin, dans un atlas, c'est finalement ce qui manque ou les données sur lesquelles on doute le plus. Je rajouterai un petit point puisque j'ai encore la parole, c'est que peut-être, c'est la présentation de ce matin qui m'a fait penser à ça, peut-être que le mentoring ou en tout cas le coaching de jeunes naturalistes pourrait être peut-être initié par le projet Saprox. Je crois beaucoup à l'accompagnement du Padawan par son maître des Jedi pour progresser en entomologie. Je crois qu'on en a tous bénéficié et peut-être qu'il faudrait ajouter dans le site Saprox les adresses et les lieux de résidence de tous les experts qui veulent bien partager leurs connaissances. Moi, je suis prêt à partager mon mail et mon numéro de téléphone et du temps avec des jeunes qui habiteraient dans ma région. Voilà. Je pense que c'est au moins aussi important que le partage de biblio aujourd'hui. Merci Hervé. Désolé d'avoir été un peu long. Merci Hervé, ça se réglera après. Merci en tout cas pour cette présentation. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat questions et réponses. Et je donne la parole tout de suite à Frédéric Morat pour embrayer sur le catalogue des Elateroidea de Franche-Comté. Merci Hervé, à bientôt. Donc, vous m'entendez? Ouais, ça, on t'entend très bien et on voit très bien ta présentation. Ok, merci. Donc en fait, moi je vais vous présenter un projet qui a une envergure beaucoup plus locale, mais qui présente de fortes similitudes avec ce que nous a présenté Hervé. Donc à savoir le catalogue illustré des coléoptères de Franche-Comté, qui porte sur 5 familles, les Buprestidés, Sérophytidés, Eucnémidés, Trocidés et Elateridés. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, j'interviens à double titre. En premier lieu, en tant que bénévole de l'OPI Franche-Comté, mais également en tant que salarié du CBNFCORI, où j'exerce en fait les missions d'entomologiste et de directeur scientifique. Pareil, avant de poursuivre, je tiens aussi à associer mes collègues, donc Armel Artero, Bernard Bordy et Bernard Courteau, sans qui l'ouvrage ne serait pas ce qu'il est. Clairement, ils ont fourni un travail énorme pour qu'on puisse aboutir à un ouvrage de qualité. Et je n'oublie bien entendu pas tous les contributeurs qui ont contribué aussi à la fourniture de données ou à la mise en page. Alors, en ce qui concerne l'historique général du catalogue illustré, on peut dire qu'il s'inscrit dans une stratégie de publication initiée en 1997 par l'OPI Franche-Comté, avec un premier tome qui portait sur les longicornes et qui a été publié par notre regretté Jean-Yves Robert. Donc ça, c'était une première. Et ensuite, en matière de coléoptères, il y a eu une durée en fait où il n'y a pas eu grand-chose finalement. Et la dynamique a repris au début des années 2000, on le verra après, et s'est concrétisé donc par la sortie de ce second volet dédié aux coléoptères en 2019. Je tiens aussi à mettre en avant la collaboration entre l'OPI Franche-Comté, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, c'est la cheville ouvrière en fait de ce catalogue, puisque ça s'est fait essentiellement sur du bénévolat. Mais on a aussi pu mettre en place une collaboration avec le CBNFCORI qui a apporté un appui surtout technique sur tout ce qui est mise en page, gestion de l'iconographie,
l'édition des cartes et tout le travail de relecture, par exemple. Alors, sur la genèse de l'ouvrage, en fait, si on se penche un petit peu sur l'existant, ce qui a conduit à ce projet, c'est qu'on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait de profondes lacunes en matière de connaissances sur les coléoptères de Franche-Comté. On a des écrits qui sont maintenant assez anciens et peu nombreux, par exemple le catalogue de Deronde publié en 1944, avec un niveau de connaissances très dispersé et de toute évidence des connaissances taxonomiques à actualiser. J'ai mis ici en avant l'exemple des Trocidés, une seule espèce mentionnée dans le catalogue de Deronde, actuellement 9 espèces synthétisées au niveau franc-comtois, avec notamment, par exemple, pour ce groupe, de grosses réactualisations sur le plan de la systématique au début des années 2000. Donc là, il y avait vraiment un gros travail à fournir pour actualiser tout ça. Donc, si je devais résumer en fait le catalogue en quelques mots, ça serait voilà, de 2001 à 2019, un travail de longue haleine issu d'une lente maturation et rythmé par des choix méthodologiques. Alors, en premier lieu, les choix taxonomiques. Au début des années 2000, on s'était focalisé sur les buprestes. On s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas suffisant parce que voilà, on est en Franche-Comté, il n'y a pas des Antaxia sur toutes les fleurs. Et du coup, on a rapidement élargi aux 5 familles précitées. Et puis, c'était aussi pour se caler par rapport à des publications existantes. Hein. J'en ai mis 2 sur la diapo. Donc, l'idée, c'était d'avoir une certaine forme de convergence. Autre point fondamental, c'est la structuration de groupes de travail et de coordination. Clairement, le projet il a subi un coup d'accélérateur au début des années 2010, quand on a vraiment formalisé ce groupe de travail. Alors que pendant 10 ans, ça a un peu vivoté, ça n'a pas trop progressé. Et c'est quand on a réussi à mettre un peu les gens autour de la table que ça a vraiment pris de l'importance. Et puis, autre choix méthodologique fort, c'était celui d'intégrer l'ensemble des données accessibles. Au début, on s'était posé la question, on s'était dit, bon, on va juste prendre les données faciles à récolter, fiables et faciles à gérer. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas souhaitable et suffisant. Et on a donc vraiment tenu à gérer l'ensemble des données franc-comtoises pour avoir un ouvrage de meilleure qualité. Alors, sur la notion de catalogue illustré, pourquoi on a appelé ça en fait un catalogue illustré et pas un atlas? C'est tout simplement parce que la modestie du jeu de données a clairement entraîné la modestie des auteurs. Ici, je vous ai mis en avant la comparaison entre les papillons de jour, ici en haut à droite, pour lesquels on compte plus de 250 000 données en Franche-Comté. On voit qu'on a une couverture géographique qui est quand même très, très importante, avec un niveau de connaissance qui est très fort. 97% des communes franc-comtoises sont renseignées par au moins une donnée de papillons de jour. A contrario, si on regarde les familles qui nous intéressent, même en les globalisant, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus modeste, hein, avec, comme l'a souligné Hervé tout à l'heure, on a souvent des lots de données qui sont plus importants là où il y a des suivis réguliers. Donc, c'est soit par exemple des sites gérés, des réserves, des sites saines par exemple, ou tout simplement autour des lieux d'habitation des observateurs. Alors, en ce qui concerne la structuration de l'ouvrage, je vais passer rapidement sur les chapitres généraux. On est parti sur des choses assez classiques, mais ce qu'on a, je ne vais pas détailler le contenu, mais en fait, ce qui nous a vraiment tenu à cœur, c'est d'essayer d'avoir un ouvrage qui soit, entre guillemets, le plus sexy possible, de manière à le rendre le plus accessible et le plus abordable à un panel de personnes le plus large possible. Donc, on a vraiment axé sur tout ce qui est l'iconographie, avec, on a essayé de mettre une belle photo par bestiole, des cartes, mais sur les commentaires, on est resté sur quelque chose d'assez synthétique, mais en citant quand même, dans la mesure du possible, un certain nombre de références bibliographiques. Et on a cherché aussi à préciser la distribution dans les régions, dans les départements voisins. Ça n'a pas été évident, puisque les données n'étaient pas toujours centralisées. Bon, les choses avancent, on le voit avec la remontée de données au niveau national. Donc ça, c'est un point qui nous a un petit peu posé problème, mais on a finalement réussi à faire quelque chose de manière à illustrer aussi la distribution des espèces de manière un petit peu plus large.
En ce qui concerne les statuts des espèces, c'est pareil, ça a été un petit peu compliqué, parce que finalement, ça s'est télescopé avec la publication de l'ouvrage de Christophe Bouget et de ses collaborateurs en 2019. Donc nous, on s'est surtout basé sur les éléments fournis par Hervé Brustel en 2001, en ce qui concerne donc les indices de patrimonialité par les publications de nos collègues suisses et aussi par le statut liste rouge européen quand il existait. On a tenu aussi à mettre en avant la présence possible de certaines espèces, tout simplement parce qu'elles étaient connues dans les secteurs proches et immédiats de la Franche-Comté, et puis aussi parce qu'on s'était dit que, voilà, une fois de plus, on est resté modeste, on s'est dit qu'on ne connaissait pas tout, et que ça valait le coup de mettre en avant certaines espèces pour inciter les observateurs à, on va dire, une certaine vigilance. On le verra plus tard, ça s'est concrétisé par la découverte de nouvelles espèces. Donc, des résultats en quelques chiffres, à peu près 8000 données, donc ce n'est pas énorme. Par contre, le point positif, c'est que la plupart sont relativement récentes, 80% des données ayant été produites après 1990, avec ce qu'on a noté, c'est un fort effet d'accélération à partir de 2010, date à laquelle on a vraiment communiqué sur ce projet. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc la communication, ça engendre du retour de données. En ce qui concerne les contributeurs, une petite centaine de contributeurs, avec toujours pareil, des grosses disparités. Il y a des gens qui nous ont fourni une seule donnée. Il y en a qui ont fourni des lots de données plus conséquents. Ça, c'est assez classique. Et une quinzaine de collections examinées. Ça nous a pris du temps puisqu'on a mis en place un système de double validation et de double vérification pour toutes ces données, de manière à avoir quelque chose de qualité. Donc, au final, si on fait la comparaison avec le catalogue de Ronde, on s'aperçoit qu'on a quasiment doublé la liste des espèces présentes en Franche-Comté. Donc, ça, c'est quelque part un petit peu une fierté, on va dire. Alors, cette fois-ci, je vais vous présenter quelques enseignements, donc un petit peu des retours d'expérience par rapport à l'Atlas. On retrouve des choses, on ne s'était pas concerté du tout avec Hervé, mais on retrouve effectivement des points similaires, hein. Notamment tout ce qui est effet, ce que j'appelle effet fédérateur et de sensibilisation par rapport aux naturalistes, avec une illustration, c'est le paradoxe, ce que j'appelle moi le paradoxe des espèces communes, qu'a souligné Hervé, à savoir que malheureusement, elles sont souvent trop peu notées, même par des naturalistes compétents, parce qu'on se dit, ça n'a pas d'intérêt, donc on ne les note pas systématiquement. Dans les collections, elles sont souvent peu présentes, parce que les gens se focalisent souvent sur les espèces rares. Et ça, c'est un point fort en fait, de cette dynamique d'atlas, de catalogue, c'est que ça permet aussi de sensibiliser les gens à cette problématique. Et du coup, là, on voit que, par exemple, les points verts, c'est tous les points nouveaux, on voit que ça se poursuit. Les gens continuent à noter des données d'espèces très classiques, comme par exemple Atus Hemorrhoidae, et ça, c'est un plus notable. Et ce qui incite aussi les gens à faire remonter des données, c'est souvent un peu la perspective de l'utilisation de ces données, et notamment la perspective de publication. Ça, clairement, c'est des choses qui nous ont été remontées. Les gens sont assez attentifs à l'utilisation de leurs données, et notamment la valorisation sous forme d'ouvrages, que ce soit au niveau régional ou national. Point que j'avais noté et qu'a souligné aussi Hervé, effectivement, maintenant, on a des outils quand même de saisie qui facilitent la saisie en fait, des données, et même pour des espèces très classiques, maintenant, ça prend finalement assez peu de temps de les saisir. On peut quasiment les saisir en temps réel. Donc ça, c'est un point fort. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas être non plus trop critique avec les ouvrages anciens. Autre époque, autre moyen, typiquement le catalogue de Ronde. Moi, je trouve qu'en soi, c'est un ouvrage de référence, et malgré toutes les lacunes qu'il comporte, c'est vraiment un ouvrage de référence, sachant qu'il a été fait il y a plus de 50 ans. Autre enseignement, ne négligez aucune source d'information. On a eu des grosses surprises, des gens qui connaissaient absolument rien, qui nous ont envoyé en fait des photos. Alors souvent, on a eu des contributeurs qui nous ont envoyé 2-3 photos, et parmi ces 2-3 photos, il y avait des bêtes vraiment intéressantes.
Et puis, l'idée, c'est aussi de mobiliser les réseaux d'entomologistes existants, même si à la base, ce ne sont pas forcément des gens qui sont spécialisés dans les coléoptères. Donc là, j'ai cité l'exemple de la découverte de Trachis corsicola en 2010 par Magali Mazui, qui à la base n'est pas du tout coléoptériste, hein, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux punaises, mais qui fait énormément de fauchage dans le cadre de ses prospections et qui a un regard curieux et qui du coup nous a fait remonter des données d'espèces relativement intéressantes et qui a aussi permis de couvrir une soixantaine d'espèces. Donc ça, c'est voilà, le côté sensibilisation, c'est quelque chose de vraiment important. Autre enseignement, la nécessité de mettre en place des opérations de validation, de vérification. Ça, c'est fondamental, hein. Nous, on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur l'expérience de Lucien Le Seigneur pour des groupes un peu compliqués, par exemple voilà, les Ampédus, Trixagus, les Orocros, où on a pu échanger avec lui. Le fait d'avoir des fois un retour en fait, d'un spécialiste vraiment national qui a une grosse expérience, c'est vraiment un point fort. Et c'est quelque chose à ne pas négliger, puisque dans les collections qu'on a pu examiner, bon, il y avait quelques grosses erreurs. Donc voilà, ce côté en fait double vérification, double validation, c'est un point qui peut paraître important, au moins pour les espèces problématiques. Autre apport, c'est les enseignements en matière de piégeage, hein. On l'a évoqué à plusieurs reprises au cours de la journée. J'ai pris l'exemple des eucnémidés, donc ça c'est quelque chose qui maintenant est étayé au niveau bibliographique. Nous, ça a été une grande surprise au début des années 2000. Hein, les eucnémidés, il n'y en avait quand même pas des milliers dans les collections. Et on s'aperçoit que finalement, la multiplication des dispositifs de piégeage a permis d'améliorer clairement la connaissance. Alors, si je prends par exemple Eucnemis capucina, les points rouges, en fait, c'est des données issues de récolte à vue, alors que les points bleus, ce sont des données issues de piégeage. On voit que sans les piégeages, la connaissance ne serait vraiment pas ce qu'elle est. Alors, pour reprendre une expression d'Armel, quand on a travaillé un petit peu sur certains échantillons de la forêt de Chaux, je me rappelle parfaitement, Armel m'avait dit, j'ai vu en une journée quasiment autant d'eucnémides que durant toute ma vie. Donc ça, c'est vraiment un point important. La détectabilité de certaines espèces passe par la mise en place de protocoles parfois particuliers. Alors cette fois-ci, je vais passer sur les perspectives. Donc, je l'ai évoqué tout à l'heure. Déjà, en premier lieu, ce qui nous satisfait, c'est que la dynamique se poursuit. Il faudrait qu'elle ne s'essouffle pas. Donc ça demande, toujours pareil, de la communication. On n'est pas très nombreux à s'intéresser aux coléoptères en Franche-Comté. Donc on essaye de continuer à mobiliser un petit peu le réseau. On a pu produire 1600 données depuis l'apparition de l'Atlas. Donc 1600 données en 2 ans, c'est quand même relativement intéressant. Et on a pu aussi compléter la connaissance sur certaines espèces et même les ajouter à la liste régionale. Je prendrai par exemple ici l'exemple d'Icnodes sanguinicolis, qui a été découvert par Benoît Daudelin dans le cadre d'une étude sur un secteur Natura 2000 et que j'ai eu la chance de reprendre cette année à côté de Besançon. Donc voilà, la connaissance s'améliore tranquillement et ça nous conforte dans le fait d'avoir appelé notre catalogue et pas classe. Et donc, en ce qui concerne les perspectives, moi, je tiens à mettre en avant les apports récents du programme SAPROX, avec par exemple le remarquable travail qui a été publié en 2019 sur le statut des différentes espèces. Nous, ça nous a clairement apporté depuis la publication de notre catalogue, puisque ça nous permet d'évaluer de manière beaucoup plus fiable et beaucoup plus fine l'intérêt des différentes espèces. Donc, ça, c'est relativement intéressant. Autre point qui nous paraît à développer, en fait, c'est tout ce qui porte sur les outils d'aide à la détermination, d'essayer de les rendre plus accessibles. On l'a vu, il y a des espèces qui sont régulièrement ajoutées à la faune française. Les clés de détermination sont remaniées. Ça demande un travail de veille permanent si on veut être à jour. Et finalement, essayer de mutualiser tout ça au travers du programme SAPROX, ça, c'est un point vraiment positif, puisque ça permet un accès aux outils de détermination beaucoup plus simple.
Dans les perspectives au niveau local, nous, on a essayé de mettre en place un programme d'inventaire. Donc, c'est assez simple, hein. Tous les ans, on procède à la pose de pièges et on détermine les échantillons. Donc, l'idée, c'est pas seulement d'améliorer la connaissance sur ce compartiment biologique, mais c'est aussi d'essayer de sensibiliser les acteurs de la préservation à l'intérêt des coléoptères saproxyliques. C'est vrai qu'en matière de conservation, pardon, on travaille beaucoup sur les pelouses, sur les tourbières, etc. On travaille un peu moins sur les forêts, ça progresse. Donc ça, c'est un point qui mérite d'être vraiment accentué. Et dernier point, à quand un référentiel national des cortèges? On a parlé beaucoup d'espèces, on a moins parlé de cortèges. L'idée, ce serait qu'on puisse à terme comparer des résultats au niveau national de manière à définir finalement l'intérêt des peuplements. C'est vrai que moi, des fois, quand je pose des pièges dans une forêt, ben, finalement, ce que je trouve, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Est-ce que ça se situe dans la moyenne? Alors, voilà, on met toujours en avant des espèces rares, localisées, mais finalement, quand on raisonne à l'échelon du peuplement, est-ce que, on a un peuplement type, un peuplement appauvri? Donc, c'est vrai qu'avoir un référentiel national sur ces aspects-là, ce serait un réel plus pour pouvoir évaluer l'intérêt de certains massifs forestiers. Donc, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et une fois de plus, je tiens vraiment à adresser mes remerciements à l'ensemble des personnes qui ont permis la publication de cet ouvrage. Merci. Merci Frédéric pour cette belle présentation et pour le respect des délais aussi. Donc, nous allons maintenant vous projeter une intervention enregistrée de Donovan Maillard, donc, qui est au SINP Aura, qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent. Et donc, on a enregistré son intervention en milieu de semaine. Et donc, on va vous le présenter. Ça sera à peu près dans le même cadre que de temps, c'est-à-dire une 15 à 18 minutes. Après la présentation du SINP, donc d'un cas d'études d'école régionale, c'est Solène Robert qui prendra la parole pour vous présenter le SINP national au travers de la plateforme d'accès aux données qui s'appelle OpenOps. Et ça, je pense que ça va tous vous stimuler, vous intéresser, et on y compte bien. Bonjour, je suis Donovan Maillard, je suis animateur du pôle invertébré en Auvergne-Rhône-Alpes et je vais vous présenter le rôle de ces dispositifs régionaux dans la transmission des données depuis les producteurs de données au niveau du territoire vers le dispositif du SINP. Alors le dispositif du SINP, en quelques mots, c'est le système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel. C'est un dispositif national qui est porté par l'UMS Patrinet, en lien avec l'OFB, le CNRS, le Muséum national d'histoire naturelle de Paris et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Et c'est notamment ce dispositif qui alimente des portails bien connus comme l'INPN, ou le portail un peu plus récent qui vous sera présenté juste après, OpenOps. Ce dispositif, il a pour vocation de mutualiser au maximum les connaissances disponibles sur la biodiversité du territoire pour les mettre au bénéfice de nombreux projets de diverses natures. L'objectif, c'est donc que les données qui sont produites par les uns et par les autres, alors les données et les ressources d'une manière générale, qui sont produites par les uns et par les autres sur la biodiversité, puissent alimenter les projets d'un certain nombre d'acteurs, de tous les acteurs même, qui travaillent sur la biodiversité, donc à la fois pour des synthèses de connaissances, pour des listes de références, comme l'élaboration des listes rouges ou des listes d'espèces déterminantes pour la définition des SNIEF, pour des études d'impact en environnement, ou pour des projets qui visent à identifier des enjeux, des sites à fort intérêt, des espèces sur lesquelles on manque de connaissances, etc. Ou encore, par exemple, un certain nombre de projets de recherche. L'objectif, c'est donc que les travaux des uns puissent permettre à terme d'alimenter les travaux des autres et d'améliorer comme ça nos connaissances globales sur la biodiversité du territoire. Ce dispositif national du SINP s'appuie sur des déclinaisons régionales, et les plateformes régionales, donc, ont pour objectif de faire le relais entre les acteurs du territoire et le dispositif national. Leur mission va être également de standardiser et de valider les données qui viennent des territoires, de diffuser les informations au sein des régions,
de manière à pouvoir déjà partager l'ensemble des connaissances sur une région donnée, et puis d'animer une dynamique de réseau également au niveau du territoire, c'est-à-dire mettre en lien les différents acteurs les uns avec les autres pour avoir une dynamique qui se crée sur le territoire. Le fonctionnement du SINP donc s'appuie aujourd'hui sur 8 dispositifs régionaux qui sont habilités et d'autres plateformes régionales sont en cours d'élaboration et pourront être habilitées par la suite. L'architecture du SINP, globalement, s'appuie sur un dispositif pyramidal, pyramide à la base de laquelle on trouve les acteurs des territoires qui produisent et qui exploitent les données et les connaissances sur la biodiversité. Ces acteurs du territoire, quand ils ont produit un certain nombre de données pour leurs besoins, sont invités par la plateforme régionale à alimenter le SINP régional. Ce SINP va standardiser et mutualiser les connaissances, puis les faire remonter au niveau national, qui lui-même va standardiser et mutualiser les données qui viennent des différentes régions, puis les faire ruisseler ensuite au niveau mondial via la plateforme du GBIF. Dans un certain nombre de cas, les acteurs des territoires peuvent directement alimenter la plateforme nationale, soit parce qu'ils utilisent des outils comme Cardops, par exemple, qui alimentent directement l'INPN, soit parce que c'est des acteurs qui travaillent sur plusieurs régions et pour lesquels, du coup, c'est plus simple d'aller travailler avec la plateforme nationale. Par exemple, les grands bureaux d'études, l'Office pour les forêts, etc. Le pôle invertébré, dans le cas d'Auvergne-Rhône-Alpes, a d'autres missions. En tout cas, ces missions ne se limitent pas seulement à la mise en commun des données. Ces missions sont également de structurer le réseau, de manière à recenser et fédérer un maximum d'acteurs et de compétences au sein du territoire pour qu'elles puissent être partagées et identifiées en tout cas avec les autres acteurs. Renforcer également les liens entre les différents partenaires et favoriser autant que possible le partage des compétences, de manière à ce que les projets des uns et des autres puissent se faire dans les meilleures conditions. Et puis coordonner les actions également pour renforcer la cohérence des actions des uns et des autres au sein de la région. Le deuxième grand axe, la deuxième mission, ça va être de mutualiser. C'est la partie qui va nous occuper le plus aujourd'hui, ça va être d'agglomérer les connaissances produites par les différents partenaires, de les standardiser, de les valider, puis de les diffuser au sein du réseau, de manière à ce que ces données-là soient accessibles et réutilisables par tous. Et puis notre troisième axe, ça va être de mobiliser au maximum les partenaires autour de notre thématique sur les invertébrés, en informant, en sensibilisant le maximum de public, que ce soit du grand public, des élus, des experts, des étudiants, des chercheurs, etc. D'accompagner un certain nombre de projets et les acteurs du territoire quand ils conduisent des actions en Auvergne-Rhône-Alpes sur les invertébrés, et puis de valoriser les projets et les connaissances qui sont produites par les différents partenaires. Là également, l'objectif c'est que les uns et les autres puissent participer aux projets, différents projets qui sont conduits par les différents acteurs du territoire, et que par exemple les pièges posés par l'un pour les coléoptères puissent alimenter également une étude sur les fourmis qui se passe à quelques kilomètres. Pour le cas de l'Auvergne-Rhône-Alpes, le pôle invertébré n'est pas le seul dispositif SINP. On a deux pôles thématiques, le troisième est en train de se mettre en place. Donc le pôle flore habitat fonge qui a été le premier à être créé. Depuis 2018, le pôle invertébré complète le dispositif, et puis le pôle vertébré est en train actuellement de se mettre en place, qui va nous permettre d'avoir une plateforme SINP globale sur toute la biodiversité du territoire. Ces trois pôles thématiques sont en parallèle de différents centres de ressources thématiques sur les territoires engagés pour la nature, sur les infrastructures de transport, sur les espèces exotiques envahissantes, sur les arbres champêtres ou urbains par exemple. Et ces centres de ressources thématiques plus les pôles thématiques du SINP vont alimenter ce qu'on a créé comme étant l'Observatoire régional de la biodiversité en Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces dispositifs, du coup, font un projet, un dispositif plus global que le seul SINP en région, mais le SINP est un moteur, du coup, d'une démarche observatoire de la biodiversité plus large. Alors on va s'intéresser un peu plus spécifiquement à la manière dont se passe la transmission des données dans le cas des invertébrés en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis les producteurs de données vers le niveau national, vers le SINP.
À savoir qu'on a un schéma qui est très classique et qui est très similaire à ce qui se passe dans beaucoup d'autres régions, que ce soit en PACA, en Occitanie, etc. Les dispositifs se ressemblent et ont des fonctionnements assez proches. Donc je le disais tout à l'heure, à la base de cette pyramide, on a le producteur de données. Donc lui, c'est pour la plupart d'entre vous, hein, c'est vous. Le producteur de données va va acquérir les données dont il a besoin pour répondre à ses propres études, à ses propres projets. Ça peut être des données de terrain, ça peut être des données de littérature, de collection. Ça peut également être soit des données aléatoires, soit des données protocolées, selon les besoins et les pratiques des uns et des autres. Ça peut être des données qui sont financées par des acteurs publics, par des acteurs privés, ou qui ne sont pas financées, dans le cadre de données bénévoles par exemple. Et puis bien sûr, chacun va produire les données avec les outils qui lui conviennent le mieux. La conséquence de ça, c'est que certes, chacun va bénéficier des données dont il a besoin, c'est l'objectif premier, mais tous les acteurs vont produire des données qui sont un peu différentes, avec des champs, avec des vocabulaires qui leur sont propres, avec des outils qui leur sont propres. Une fois que toutes ces données hétérogènes selon les acteurs sont produites, le pôle invertébré va les inviter à transmettre leurs informations au niveau régional. La transmission des informations, dans notre cas, se fait selon le propre format de chaque producteur, ça peut être des fichiers tableurs, des fichiers SIG, etc. Le producteur va nous transmettre directement ses données sources, c'est-à-dire avec ses propres champs et avec son propre vocabulaire, et c'est nous qui allons ensuite faire en sorte d'homogénéiser les données des différents producteurs de données du territoire. La contrainte qu'on impose, c'est d'avoir quand même un certain nombre de champs obligatoires, c'est-à-dire d'avoir systématiquement une ou des dates, un lieu, un taxon, que ce soit une espèce, un genre, une famille ou autre, et à minima un observateur, l'objectif étant qu'on puisse systématiquement répondre avec toutes les données aux questions simples, qui a vu quoi, où, quand, et éventuellement comment. En plus de ces données, le producteur va être invité à transmettre des métadonnées. Alors ces métadonnées, c'est globalement des fiches descriptives du ou des jeux de données qui nous ont été transmis. Le but, ça va être que les personnes qui réutilisent les données, ou même nous, quand on les travaille pour les intégrer à la base régionale, on sache sur quel type de données on travaille. Est-ce que c'est des données d'inventaire? Est-ce que c'est des données de collection? Est-ce que c'est des données publiques ou privées? Est-ce que c'est des données aléatoires ou des données protocolées? Voilà, l'objectif, c'est que quand on utilise les données, on puisse les utiliser dans un certain contexte en sachant pourquoi elles ont été produites à l'origine. Ces données, comme je le disais tout à l'heure, elles vont arriver sous différents formats, avec différents vocabulaires selon les partenaires. Nous, on s'occupe de les standardiser, c'est-à-dire que on traduit les champs sources vers les champs du SINP, et au sein de ces champs, on va traduire le vocabulaire utilisé par les différents partenaires vers le référentiel des nomenclatures, qui est partagé dans le cadre du SINP. Par exemple, dans l'image qui est ici à droite, dans l'exemple à droite, on va signaler au moment de l'intégration des données que imago ou imago,adulte dans le fichier source du partenaire, ça correspond à la nomenclature imago du SINP. Pareil, nymph,immature va correspondre à la nomenclature nymph. On va signaler aussi par exemple que le NA de l'utilisateur, ça correspond à indéterminé au niveau du standard. L'objectif de ça, c'est que quand on mutualise les données de 10 ou 20 partenaires et qu'à la fin on fait une requête sur laquelle on va avoir des données de 10 ou 20 partenaires, on puisse avoir des données homogènes qui soient facilement analysables et qui puissent être mises dans un même tableur, dans une même carte, etc. On stocke également les informations additionnelles, par exemple les informations qui sont liées à des protocoles. Si mon partenaire producteur fait une CMR, une capture marquage recapture, il va avoir par exemple un numéro d'individu et des informations de biométrie. Ces informations-là, on va les stocker dans des champs additionnels, c'est-à-dire qu'elles seront quand même accessibles pour les personnes qui en ont besoin, mais sans pour autant que ça rentre dans le tableau unique et standard du SINP. Une fois que toutes ces données ont été standardisées, même mises sous un même format, on va les intégrer à la base de données régionale. À partir du moment où elles sont intégrées à la base régionale, elles sont partagées, accessibles par tous les acteurs qui en ont besoin, qui peuvent les télécharger, les réutiliser dans leurs propres études, etc. Dans le cadre d'Auvergne-Rhône-Alpes, chaque pôle thématique, donc flore, invertébrés et vertébrés, vont alimenter une base unique régionale de l'Observatoire de la biodiversité.
Cette base unique va alimenter automatiquement les outils de nos plateformes, que ce soit l'atlas grand public qui est illustré à droite ou une base de données dédiée aux experts sur lesquels on peut aller requêter, télécharger les données pour les réutiliser par la suite. Alors régulièrement, on pointe du doigt la difficulté déjà d'aller vite dans les transmissions de données, c'est-à-dire de ne pas avoir systématiquement des données réactualisées sur les bases régionales ou nationales. Et puis, on entend également souvent le problème de la réactualisation, c'est-à-dire je modifie une donnée à un endroit, elle n'est pas modifiée ailleurs. On y travaille très activement, puisqu'en ce moment, on est en train d'automatiser certains échanges entre différents producteurs et nos plateformes thématiques, puis entre les plateformes thématiques et l'ORB. C'est-à-dire que d'ici à janvier, en théorie, on travaille dessus, les tests se passent très bien, donc pour l'instant tout va bien. Les partenaires qui sont dotés des mêmes outils que nous pourront nous transmettre automatiquement leurs données en direct, et nos plateformes régionales, par exemple nos plateformes thématiques, pardon, la plateforme du pôle invertébré, pourra transmettre en direct ces données à la base de l'Observatoire de la biodiversité. Ça veut dire qu'un producteur pourra produire le lundi après-midi une donnée, elle arrivera le lundi soir dans la base du pôle invertébré, elle arrivera le mardi soir dans la base de l'Observatoire régional. Et les mises à jour se font en continu également, c'est-à-dire qu'une donnée qui est modifiée par le producteur pourrait être modifiée dans la base de l'ORB, etc. En parallèle de cette diffusion dans les outils régionaux, le pôle invertébré conduit un travail de validation sur ces données en faisant un contrôle de cohérence. Ce contrôle de cohérence, il va porter sur la distribution géographique, sur les altitudes, sur les phénologies qui sont observées, selon deux processus complémentaires. Soit les informations qu'on a sur une donnée sont redondantes avec des connaissances que l'on a déjà, qui sont déjà validées. Par exemple, un vulcain dans telle ville, à telle période de l'année, ça a été validé déjà plusieurs fois. C'est une nouvelle information redondante sera validée automatiquement. En complément, on a une validation manuelle qui est opérée par un certain nombre d'experts pour les données qui sont un peu plus inédites, atypiques, et qui du coup potentiellement peuvent être des données fausses. Des altitudes, des périodes qui ne correspondent pas, etc. Cette validation se fait en parallèle de la diffusion. Quand on a validé une donnée de notre côté, ce statut de validation est remonté automatiquement, en tout cas d'ici janvier, sera remonté automatiquement vers la base de l'ORB. Une fois que ces premiers transferts ont été faits entre les bases thématiques et la base de l'Observatoire régional de la biodiversité, cet observatoire régional va aller alimenter la base de données du SINP au niveau national, qui elle-même va alimenter les outils du portail INPN ou OpenUp, qui vous sera présenté juste après. Et ce dispositif SINP national va également alimenter le dispositif global du GBIF, donc la base de données mondiale des données brutes de biodiversité. Naturellement, ces échanges ne sont pas à sens unique. On récupère au niveau régional les données qui proviennent de l'INPN ou du GBIF. Là aussi, pour l'instant, ça prend encore du temps, mais c'est des processus qu'on vise à automatiser, à accélérer au maximum, etc. dans les prochaines années. À l'arrivée de tout ce parcours, depuis le producteur vers le SNP régional, puis national, puis mondial, on a des données qui sont disponibles aux différents niveaux. Au niveau régional, dans les outils de la plateforme, en l'occurrence du pôle invertébré ou de l'Observatoire régional de la biodiversité, au niveau national, dans l'INPN et OpenOps, puis au niveau global, dans le GBIF. Les données sont globalement similaires, puisque c'est les mêmes qui circulent d'un niveau à l'autre, mais chacun de ces outils présente un avantage et répond aux besoins de différents acteurs. Au niveau régional, on va essentiellement s'adresser aux acteurs du territoire qui travaillent à un échelon local ou régional, qui vont bénéficier ainsi de données locales plus dynamiques, réactualisées plus rapidement, corrigées éventuellement, validées plus rapidement, vont bénéficier d'un lien direct avec les producteurs des données ou avec les personnes qui réutilisent leurs données, puisque le pôle régional pourra plus facilement les mettre en lien au sein du réseau avec tel ou tel partenaire. Et puis bien sûr, il y a ce travail de validation qui est fait. Au niveau national, les données vont arriver un petit peu moins rapidement depuis les plateformes régionales, etc. Par contre, on va avoir l'intérêt pour des acteurs nationaux ou sur plusieurs régions d'avoir des données qui sont harmonisées sur tout le territoire. Donc un bureau d'études, par exemple, qui travaille sur 2 ou 3 régions, a davantage intérêt à aller solliciter le niveau national. Il aura certes peut-être pas la toute dernière version des données corrigées, etc., mais il a en tout cas des données qui sont harmonisées sur toute sa surface de travail. Et puis au niveau mondial, pour des projets mondiaux, pour des projets de recherche à l'échelle européenne ou autre,
On a des données qui sont transformées selon les standards internationaux. Ça permet de pouvoir travailler sur les données de plusieurs pays, de plusieurs producteurs, avec davantage de sources de données étrangères, mais certes des données qui sont actualisées un peu moins vite. Dans tous les cas, voilà, on a cette complémentarité entre les trois niveaux et des données qui circulent avec certes un pas de temps qu'on est en train de réduire, qu'on est en train d'automatiser au maximum, mais qui, dans tous les cas, peuvent déjà répondre à différents besoins. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et puis merci à Julien et à Bruno de nous avoir invités pour cette présentation. Au revoir. Voilà, donc l'intervention de Donovan Maillard était enregistrée. Et donc maintenant, nous allons donner la parole à Solène Robert, donc qui va pouvoir activer son écran. Bonjour Solène, bienvenue. Bonjour. Voilà. Et donc, on te passe la parole donc pour nous présenter le niveau national. J'invite les gens qui ont des questions à poser à ne pas hésiter à les poser maintenant. Même si Donovan n'est pas là, Solène pourra y répondre. Il y a éventuellement Julien aussi qui pourra se positionner sur le mécanisme SINP. Et donc, écoute, Solène, tu as la parole complète. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que mon écran Oui. est bien partagé? Oui. Ton écran est partagé, on t'entend très bien. Parfait. Bon, bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, moi, je suis Solène Robert, je suis chef de projet SINP à l'UMS Patrinat et je vais intervenir aujourd'hui pour vous parler plus spécifiquement du projet OpenOps. Donc, OpenOps, c'est un site web, une fonctionnalité qui est accessible à l'adresse openops.mnhn.fr et qui est un outil qui permet de visualiser à l'échelle nationale, de requêter et de télécharger les données d'observation sur les espèces. Donc, données d'observation qui sont disponibles au niveau de l'INPN, donc l'Inventaire national du patrimoine naturel, sachant que l'INPN joue le rôle de plateforme nationale du SINP. Donc, c'est un outil qui va donner accès à toutes les données publiques et non sensibles du SINP au niveau national et qu'on met en place au niveau de Patrinat sur la base d'un outil qui est en fait développé au niveau international, donc initialement par les Australiens et qui s'intègre dans le cadre d'un collectif de développeurs qui s'appelle Living Atlases. Donc, ce n'est pas un outil qu'on a redéveloppé de zéro, c'est un outil réutilisé d'une communauté. Donc, à ce jour, dans OpenOps, on diffuse un peu plus de 91 millions de données qui sont donc des données ouvertes selon les principes de l'open data et qui sont donc accessibles à tous. Ces données-là, elles sont organisées dans à peu près 7000 jeux de données et on va retrouver des données sur un petit peu moins de 150 000 espèces. Donc, c'est des chiffres qui sont en augmentation constante, comme vous voyez sur le graphique en fait, en bas à gauche de mon écran, depuis la première version de l'INPN en 2005, où on avait 6 millions de données. Et là, on va bientôt passer à 99 millions de données à la fin de l'année avec la mise à jour de l'outil qu'on est en train de réaliser. Toutes les connaissances qu'on met à disposition donc, via OpenOps, mais plus globalement via le SINP, elles ont notamment pour objectif de permettre l'élaboration et le suivi des politiques publiques et la mise à disposition en fait, à l'ensemble des citoyens d'informations suffisantes pour permettre ce qu'on appelle le débat public. Ces données, Donovan en a parlé un petit peu aussi dans sa présentation, elles contribuent à différents programmes, différents projets, et notamment, pour en citer quelques-uns, elles contribuent au rapportage, par exemple, des directives, donc directive européenne, directive Habitat Faune Flore, directive Oiseaux, directive 4 pour le milieu marin, etc. Sont aussi des données qui vont être utiles dans le cadre des conceptions de documents d'urbanisme, d'aménagement du territoire, dans les PLU, par exemple. Ce sont donc des données qui vont aussi servir pour tout ce qui est rapport, suivi, évaluation de la stratégie nationale des aires protégées, de la trame verte et bleue. Des données qui servent aussi à construire un certain nombre d'indicateurs, donc au niveau national, dans le cadre de l'Observatoire national de la biodiversité et dans le cadre également des observatoires territoriaux. Données qui sont aussi mobilisées pour l'élaboration des listes rouges, ça a déjà été cité également, pour produire un certain nombre de statistiques nationales sur la biodiversité. Et puis, de manière vraiment plus globale, ce sont des données qui sont utiles pour d'autres programmes ou toute stratégie de conservation de la nature d'envergure locale jusqu'à l'envergure internationale. Donc, je ne vais pas m'étendre particulièrement sur cette diapositive d'où proviennent les données sur OpenOps, parce que Donovan en a beaucoup parlé dans la présentation précédente. Donc, elles proviennent
avant tout des acteurs des territoires, soit via les plateformes régionales, soit directement en alimentant l'INPN par la plateforme nationale. Et elle provient également du GBIF, donc pour les acteurs étrangers qui produisent donc, des données sur le territoire et notamment des données de la recherche. Je vous ai mis juste pour information un certain nombre de logos des partenaires qui contribuent actuellement au dispositif. Deux outils qu'on met en place à Patrinat qui alimentent directement l'INPN, ce sont des exemples, deux qui ont été cités dans les présentations précédentes. Le premier, c'est INPN Espèce, qui est donc une application mobile sur smartphone qui a plutôt une orientation photo et qui s'adresse à peu près à tout public, et un outil un peu plus à connotation expert qui s'appelle donc Cardops, dont on a parlé aussi précédemment, et qui a un pendant application mobile qui s'appelle donc Carnat. Ces deux outils alimentent donc directement l'INPN et donc OpenOps. Si vous voulez connaître toutes les plateformes régionales qui alimentent du coup l'INPN, qu'elles soient habilitées ou non, vous avez l'URL sur ma diapositive qui vous permet d'accéder sur le site de l'INPN à la liste donc, de ces plateformes. Et si vous voulez en savoir plus globalement sur le dispositif du SINP, il y a un site dédié qui s'appelle donc sinp.naturefrance.fr. Alors, je vais changer mon partage d'écran parce que je voudrais vous faire une petite présentation en live du coup d'OpenOps. Donc, je vais voir si tout fonctionne. Voilà. Est-ce que c'est bon, Bruno? Je vois toujours ton partage d'écran. Je ne sais pas si tu es sur un navigateur. Non, là, pour l'instant, tu es encore dans un PowerPoint. OK. Alors, je vais réessayer. Il faut que je change juste de page. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, tu es sur un navigateur. OK, parfait. Donc voilà, donc là, comme je vous le disais, je suis connectée donc, à l'adresse openops.mnhn.fr. Vous pouvez retrouver ce lien aussi directement sur la page d'accueil de l'INPN. Et là, vous arrivez directement sur la page d'accueil avec donc un menu, ça je vais y revenir après, un module de recherche des données, je vais aussi vous expliquer tout ça, des chiffres qui sont calculés donc, à partir des données qui sont contenues dans le site. Et puis, vous avez des petites vidéos aussi que je vous invite à aller regarder si vous voulez approfondir suite à ma présentation. Une petite démo du site qui va être à peu près ce que je vais vous faire aujourd'hui et une présentation du projet un petit peu plus académique. Et puis, vous allez avoir aussi sur cette page d'accueil un certain nombre d'actualités puisqu'on vous tient au courant dès lors qu'on fait des mises à jour ou qu'on ajoute des fonctionnalités sur le site. Donc, au niveau de la recherche ici, qui est la recherche simple, qui est la recherche la plus sur les critères qui sont les plus fréquemment recherchés, on peut rechercher par espèce ou autre taxon, puisqu'on peut rechercher dans tout l'arbre taxonomique. Donc, par exemple, ici, je peux rechercher les données de Rosalia alpina. Si je cherche qu'une seule espèce, je peux en saisir plusieurs. Je peux rechercher par groupe d'espèces ici. Je peux faire des fils par année d'observation. Je peux rechercher ici par région, département ou commune. Et puis, je peux aussi faire des recherches de données par fournisseur de données. Donc, quand je m'intéresse à un fournisseur en particulier. Donc, par exemple, ici, si je cherche les données de l'école d'ingénieurs de Purpan, je veux que les données fournies par ce fournisseur-là. Donc, je peux le faire via la recherche simple et puis lancer, donc, du coup, ici, ma recherche directement. Je ne vais pas la lancer. Si je veux aller plus loin dans mes options de recherche, j'ai aussi la possibilité d'utiliser la recherche avancée, donc qui se retrouve ici, avec une recherche par critère ou une recherche par identifiant. Alors, celle qui est la plus utilisée en général, c'est par critère. Et là, vous allez avoir en fait les mêmes fonctionnalités que la recherche simple avec beaucoup plus d'options. Donc, notamment des options de recherche par taxonomie, des options de recherche par statut. Donc, on peut rechercher par exemple par CD-nom, par CD-ref. On peut inclure ou non la hiérarchie, donc les enfants et les synonymes, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Sur des critères qui sont liés à la localisation, par date. On peut faire des recherches aussi par mois si on s'intéresse plus spécifiquement à des travaux de phénologie et des recherches, par exemple, au niveau des sources. Donc là, j'ai précisé, du coup, au niveau du champ observateur, je recherche que les données dont l'observateur a été renseigné, comme mon collègue Arnaud Rellou, par exemple. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir quelles sont les données qui sont fournies par qui, comment ont été cités les observateurs.
Et un point quand même important aussi de ces recherches-là, c'est qu'elles fonctionnent d'autant mieux que les informations sont bien standardisées et bien écrites dans les données. Donc, la recherche, elle fonctionnera beaucoup mieux si on écrit dans les données les noms d'observateurs de manière toujours bien normalisée. Donc, par exemple, Arnaud Aurélou et pas A Aurélou ou AH, etc. ou des abréviations. Alors, il est en train de se passer ce que je ne voulais pas qu'il se passe, c'est-à-dire que du coup, ma recherche est longue à aboutir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher sur mon PowerPoint où je m'étais prévu un backup. Visiblement, j'ai un problème de réseau. Donc, ce n'est pas grave, je reviens sur ma présentation directement. C'est bon. Hop. Donc, ça, je l'ai déjà passé. Hop. Voilà. Donc, quand j'ai recherché par nom d'observateur, donc là, j'avais essayé de rechercher par Arnaud Aurélou, j'arrive sur une page de recherche où je vais avoir 2 onglets. Donc, on voit ici là, que j'ai encadré en rouge. On va avoir un onglet observation où en fait, je vais avoir les résultats de ma recherche sous forme de liste et un onglet carte juste à côté qui me permet de visualiser les données sous forme de cartographie. Au-dessus de la carte, un point important, c'est qu'il y a une légende sur laquelle il faut cliquer pour afficher la signification de la légende. Et moi, par défaut, là, dans l'affichage que j'ai configuré, les points ont différentes couleurs. Et la couleur ici, elle représente le niveau de précision de la localisation des données qui sont diffusées. Donc ça, c'est un point un petit peu assez important à prendre en compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne reçoit pas toujours des données précises avec des coordonnées GPS, des transects ou des polygones. On reçoit encore beaucoup de données qui sont floutées, donc soit parce que l'information géographique n'a pas été transmise ou pour d'autres raisons, donc des données à la commune, des données à la maille ou autres. Et donc, du coup, on distingue la précision de la localisation directement sur la carte avec des codes couleurs. Vous pouvez changer la légende de la carte si vous le souhaitez. Donc là, par exemple, je peux naviguer dans la partie cartographique. Donc là, j'ai juste cliqué sur le mode plein écran en fait, de mon interface cartographique et je peux faire des filtres géographiques. Donc, si je m'intéresse à une zone en particulier, avec les modules qui sont en haut à gauche de l'écran, je peux dessiner des polygones et ça va me refaire un calcul pour me dire combien il y a d'espèces, combien il y a d'observations sur ma zone. Si par exemple, je suis une étude particulière ou que je vais faire une session de prospection sur cette zone en particulier pour voir ce qui a déjà été inventorié. Autre manière de faire des filtres, si je reviens à la page précédente, c'est ce qu'on a à gauche de l'écran, ce que moi je vais appeler les facettes. Ce sont des filtres que je peux rajouter et que je peux personnaliser. Donc moi je les configure pour mon interface en fonction de mes usages, mais vous pouvez les configurer en fonction de vos propres usages. Donc là vous pouvez rajouter des critères de filtre sur d'autres informations qui sont contenues dans les données, le statut de reproduction, si c'était des mâles ou des femelles, est-ce qu'ils étaient vivants ou morts, des choses comme ça. Donc là, c'est à vous de configurer l'outil en fonction des options qui vous sont proposées. Et là, on va retrouver ce que je disais tout à l'heure sur les noms d'observateurs, c'est-à-dire que si l'information ne nous a pas été transmise par le producteur, malheureusement, on ne pourra pas l'exploiter ici. Et si elle a été mal transmise et mal normalisée, la recherche ne fonctionnera pas forcément très bien. Donc, on incite au maximum les producteurs de données à normaliser dès la collecte les données pour qu'on les retrouve ensuite plus facilement sur les outils de recherche. On a aussi une autre entrée qui est une entrée qu'on appelle une page unitaire d'observation. Donc, en fait, ça, j'y accède soit en cliquant sur une donnée directement sur un point ou dans le tableau en affichant afficher l'observation. Et j'arrive alors sur cette page donc dite unitaire où là, je peux aller voir le contenu de chaque donnée individuellement. Donc, je vais avoir des informations sur le contexte d'acquisition de ces données, ce qu'on appelle communément en fait des métadonnées. Donc là, dans mon exemple, c'était des données qui étaient transmises par la DREAL de la Corse. Je vais pouvoir avoir un certain nombre d'informations sur la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le financement, etc. Sur ces mêmes pages, je vais retrouver des informations sur les sources, sur la taxonomie, sur les dates, sur la localisation. Je peux avoir les coordonnées précises si la donnée était transmise précise de la localisation de l'espèce, puis un certain nombre de propriétés supplémentaires, le stade de vie, le comportement, le statut biologique, etc. On enrichit aussi les données avec des calculs automatiques sur les statuts de protection, donc pour savoir si l'espèce est protégée, réglementée, est-ce qu'elle a été évaluée sur une liste rouge, est-ce qu'elle est sur une liste des déterminants SNIEF,
Voilà, et un certain nombre d'informations. Là, je ne les ai pas toutes mises sur l'écran, mais je vous laisserai aller voir par vous-même. Ensuite, on a aussi un module de téléchargement. Donc, en fait, sur OpenOps, vous pouvez télécharger des cartes et télécharger les données. Donc, vous cliquez juste en haut de la recherche sur « Télécharger les données ». Vous arrivez sur ce module-là. Vous pouvez télécharger soit des listes d'espèces, si c'est uniquement des listes d'espèces qui vous intéressent, ou toutes les données avec l'ensemble des attributs disponibles. Pour ça, on va vous demander de saisir votre email parce qu'en fait, le téléchargement est asynchrone, c'est-à-dire que vous allez recevoir ensuite par mail le résultat de votre téléchargement. La rapidité de l'envoi du mail va dépendre de la volumétrie des données que vous téléchargez. Ce ne sera pas la même chose si vous téléchargez 10 000 données que si vous en téléchargez 1 million, et aussi du nombre de personnes qui sont en train de télécharger des données donc, en même temps. Donc voilà, faut pas... Et faites attention aussi en saisissant votre adresse email parce que c'est un cas classique d'erreur. L'adresse email est mal renseignée, du coup le mail est envoyé, mais vous ne le recevez pas dans votre boîte mail parce qu'il y a une erreur sur la saisie de l'adresse. Voilà, on a dans le module, le module de navigation, donc le menu qui avait en haut de la page d'accueil, vous avez aussi d'autres onglets. Un onglet qui s'appelle FAQ, qui veut dire foire aux questions, où on présente des éléments de réponse aux questions qui nous sont très, très régulièrement posées. Donc, les principales, ça va être comment contribuer à OpenOps, comment transmettre des données, comment on gère les droits de diffusion des données, comment on gère les données sensibles, comment on gère la validation des données, pourquoi il y a des données géographiquement imprécises, ce dont je vous ai parlé juste avant. Quelle est la fréquence de mise à jour aussi des données d'OpenOps? Donc, on essaie de répondre au maximum donc, aux questions en les mettant dans cette page dédiée à la foire aux questions. On a aussi une page dans le menu qui s'appelle API développeur. Alors là, c'est vraiment très spécifique. Et cette page-là, elle est quand même orientée pour des informaticiens, des développeurs. Elle consiste à mettre en ligne et rendre accessibles les données sous forme de web services et à proposer des services de redirection. Donc ça, en fait, ça permet, depuis des sites externes, pour un développeur de faire appel à des données qu'on a dans OpenOps, soit pour les intégrer directement dans son site ou à faire des liens vers notre site. Et ça, on gère l'aspect permalien de ce qu'on propose. Donc là, c'est vraiment une cible très, très informaticien. Un outil, des pages qu'on doit encore développer, je crois que je vais y revenir juste après. Voilà, donc pour la présentation d'OpenOps, je pense que j'en ai terminé. Je vous laisserai aller regarder par vous-même et tester l'outil. C'est un outil sur lequel on travaille encore, qu'on a mis en place il y a un petit peu plus d'1 an, donc sur lequel il y a encore des projets de développement, d'amélioration, des petits bugs qui sont détectés, donc sur lequel on travaille au quotidien. En ce moment, on travaille sur 3 gros projets sur OpenOps. Le premier, c'est la mise en place de web services. Là, je vous l'ai cité pour les informaticiens, cette page API développeur. Les options web services ne sont pas encore très développées, donc on travaille pour mettre vraiment les données de manière les plus ouvertes possible et plus réutilisables pour d'autres sites. Donc ça, c'est un des gros projets. Un second consiste à améliorer les formats de téléchargement de données et le module de téléchargement de données. Donc ça, c'est un autre sujet sur lequel on travaille actuellement. Et le troisième, qui est assez prégnant, c'est celui sur la signalisation, le signalement en fait, des erreurs et la validation des données. Donc, sur ce troisième point particulier, on est en train de réfléchir et de mettre en place un certain nombre de maquettes. Donc là, je vous ai mis un petit peu en avant-première les maquettes sur lesquelles on travaille, où on envisage de permettre aux utilisateurs de signaler lorsqu'il y a un problème sur une observation. Donc, en rajoutant un petit bouton là, que j'ai encadré en rouge pour signaler donc ce problème-là. Pour indiquer pourquoi il y a un problème. Donc, du coup, il nous faudrait un petit module, petite pop-up qui permet d'indiquer est-ce que c'est un problème de date, est-ce que c'est un problème de localisation, est-ce que l'espèce est en dehors de son aire de répartition, par exemple. Et puis ensuite, de marquer que l'observation a été signalée pour éviter qu'il y ait 100 personnes qui signalent la même observation. Et puis, on travaille du coup parallèlement sur la mise en place d'une entrée un peu particulière, d'une entrée validateur. Donc là, ça veut dire qu'il faut mettre en place une entrée sous login mot de passe, donc dédiée à des validations expertes, donc par des experts, et qui permettrait à ces experts de voir le résultat des signalements et d'arbitrer sur le niveau de validation à affecter aux données concernées. Donc, sur ce point particulier, on a quasiment fini les maquettages. Il y a énormément de spécifications à faire, donc qui sont en cours. Ce sont des développements qu'on souhaiterait développer
engagés en 2022, mais qui vont prendre un certain nombre de temps, et notamment parce qu'il ne s'agit pas là juste d'un projet informatique. En fait, quand on parle de validation de données, en fait, il faut vraiment qu'on définisse au préalable toute une organisation derrière pour prendre en charge ces signalements et aussi gérer le partage du résultat de la validation avec les différents réseaux d'acteurs et notamment avec les fournisseurs de données pour qu'ils aient un retour, un feedback de ce qui a été fait au niveau national, donc aux plateformes régionales en premier lieu et aux fournisseurs de données, aussi aux producteurs de données, aux acteurs du territoire. Donc, ce n'est pas juste un outil à mettre en place et à développer, c'est tout un circuit finalement organisé et pour lequel il faut aussi qu'on prenne en considération la charge de validation et d'expertise manuelle nécessaire derrière. Donc, voilà, c'est un projet qui doit se structurer. Il faut absolument qu'on évite tout ce qui est effet déceptif avec beaucoup de signalements, mais qui serait par exemple pas pris en charge ensuite par les validateurs. Voilà, je ne sais pas si je suis dans le timing. Je crois que c'est bon, Bruno. Moi, j'ai terminé. Impeccable. Je vous remercie et puis n'hésitez pas à aller voir, à naviguer sur l'outil et à nous faire remonter s'il y a des problématiques particulières ou également si vous avez des suggestions à faire en termes d'évolution. Voilà.